Du coup, ce que je vais te proposer, ça va être, c'est pour expliquer certains mécanismes, parce que je le disais un petit peu tout à l'heure, en hypnose, il n'y a rien de magique, mais du coup, on peut se dire, mais comment ça fonctionne? Et ce comment ça fonctionne, tant qu'on n'a pas des idées claires là-dessus, on peut trouver ça un petit peu étrange. Je ne sais pas, comme tout à l'heure, par exemple, il y a un moment qui était assez intéressant, je ne sais pas quel souvenir tu as de la séance, parce que parfois c'est un peu aléatoire tout ça, mais à un moment donné, je suggérais que la tête allait se pencher un peu toute seule sur le côté, puis on a eu un mouvement du corps comme ça qui s'est fait. Et on a souvent en hypnose comme ça des réactions physiques, physiologiques. On va créer une réaction, mais ce n'est pas le conscient qui va le faire. Alors tout à l'heure c'était un peu différent, j'ai demandé au conscient de faire quelque chose, de mesurer quelque chose, c'était vraiment une demande de mesure du conscient, mais on pourrait demander à l'inconscient vraiment de créer quelque chose. Et on a parfois des mouvements inconscients. Alors des mouvements inconscients, on en a tout le temps, hein, si on y pense bien. Je ne sais pas, même la nuit, on bouge quelque part. Vous marchez dans la rue, vous pensez à autre chose, votre corps il continue à marcher, à éviter peut-être un truc par terre, mais vous ne l'avez pas vu consciemment, ça se fait tout seul. On a tout le temps quasiment des mouvements inconscients. Par exemple, là, tu fais ça avec la tête et ce n'était pas forcément hyper conscient. On va faire quelque chose, je vais expliquer plusieurs mécanismes. Le premier, c'est juste pour montrer, je vais le décomposer un petit peu, hein, comment la première chose qu'on doit faire en hypnose, c'est canaliser l'attention. C'est ça qui est vraiment important. Deux paramètres tout simples pour bien comprendre ça. Tout est suggestion dans notre vie. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, tout ce que tes sens captent là, c'est de la suggestion. C'est pas seulement ce que je dis, c'est la manière dont je le dis. Si par exemple je dis voilà, tout va bien, c'est pas la même chose que si je te dis tout va bien. Voilà, la première est plutôt inquiétante, la deuxième est un peu plus rassurante, j'espère en tout cas. Donc c'est pas seulement ce qu'on dit, c'est la manière dont on le dit. Puis le contexte joue aussi, le fait qu'il y ait 100 paires d'yeux braqués sur toi peut donner encore plus de poids à tout ce que je dis peut-être. Souvent ça marche. C'est assez pratique du reste. Tiens, pour refaire un petit lien avec Émile Coué, puisqu'on parle un petit peu de lui ce soir, Émile Coué pratiquait en public. Il y a eu quelques praticiens comme ça qui pratiquaient en public. Il y a un praticien qui m'a beaucoup inspiré, qui est Milton Erickson, qui faisait régulièrement des conférences où il faisait des démonstrations. Et parfois, même dans son cabinet, il n'était pas seul, il y avait des personnes qui étaient là, d'autres praticiens ou des choses comme ça. Quelquefois même pratiquer voilà, dans un contexte public, ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans la rue. Et je trouve que c'est assez important parce qu'un cabinet de consultation, c'est quelque chose qui est un peu artificiel, quelque part. Il y a des praticiens, j'imagine, ici, et vous avez peut-être votre cabinet avec voilà, son décor, tout ça, mais c'est quelque chose qui est un peu artificiel dans le sens où ça n'existe pas dans le monde du patient, cet endroit-là. Il est un endroit coupé de sa réalité. Je vais voir un praticien, je vais dans son cabinet, il l'a aménagé comme il veut, mais ma vie, elle commence avant, elle continue après, et là, il y a un truc qui est un peu hors du temps, il y a une parenthèse. Et quelquefois, ça ne met pas en relation avec la réalité, le fait d'être coupé du monde ordinaire. Je trouve que plus on fait des séances d'hypnose dans quelque chose qui est proche de notre réalité du quotidien, plus ça marque aussi cette réalité-là, plus ça nous permet de reprendre les choses dans notre réalité. Alors, ce n'est pas forcément la réalité de tous les jours d'être avec une centaine de personnes qui te regardent comme ça, mais cet endroit-là, tu l'as connu avant, il continue là, il y a une continuité entre les deux, et ce qui va se passer là, ça va continuer après aussi. L'idée, c'est de ne pas avoir ces coupures, en fait, qui sont un peu artificielles. On va faire quelque chose, donc, je disais la suggestion. On a plein de suggestions et on y réagit. Par exemple, là, il fait assez chaud dans la pièce, je vois qu'il transpire un petit peu ou qu'il s'évente un petit peu comme ça. Évidemment, vous n'êtes pas exactement les mêmes avec cette température-là que s'il faisait 10 degrés de moins. C'est une suggestion, la température. On n'a pas les mêmes associations d'idées, on n'a pas les mêmes pensées, tu rougis un peu plus sans doute avec la chaleur du corps. Ça peut jouer, en tout cas. La respiration n'est pas la même, le tonus musculaire n'est pas le même. Donc, tout change dans notre physiologie, en fait, quand il y a 10 degrés de plus ou 10 degrés de moins. On n'y pense pas. Mais par exemple, vous savez que c'est utilisé dans certaines techniques de négociation. On a remarqué qu'il y a des températures qui permettaient à des gens de moins réfléchir ou de mieux réfléchir. C'est utiliser ça. On sait que dans certains contextes, augmenter la température, ça baisse l'esprit critique, par exemple. C'est pas pour ça qu'on fait ça. C'est juste parce qu'on n'a pas de clim. Mais pour l'hypnose, c'est pas mal. Quelqu'un qui a froid, par exemple, va avoir un esprit critique qui est un peu plus présent. Il y a plein de choses comme ça qui nous font réagir, mais on ne le sait pas. Il y a des gens qui s'amusent à étudier tout ça pour jouer sur certains contextes. Pour plein de choses, un écrivain va s'intéresser à la manière dont l'organisation des mots va modifier un peu le mental. Quelquefois, il y en a qui le trouvent spontanément, puis il y en a qui vont l'apprendre aussi. Un commercial va savoir comment agencer ses idées pour faire passer une idée, etc. Donc on a étudié la suggestion, on a remarqué qu'il y a des choses qui marchaient mieux que d'autres. Par exemple, on va juste faire un test comme ça. Si je te dis « dors maintenant », ça ne marche pas. Mince. Mais non, mais c'est normal que ça ne marche pas. Ça marcherait si on le mettait en scène sans doute un peu plus déjà. C'est-à-dire que si tout d'un coup je te hurlais dessus et que je te faisais un truc qui fait que ça va très vite, qu'il y a peut-être de la musique à fond et puis 200 personnes qui font « vas-y, vas-y », ça marcherait peut-être un peu plus.
Contexte, hypnose de spectacle, avec la foule et tout ça, évidemment, ça joue. Là, on est dans un contexte un peu différent. Tu as 100 personnes qui te regardent avec beaucoup de bienveillance et qui vont juste se mettre à ta place pour vivre un peu l'expérience. Donc, quelque part, c'est aussi un contexte qui encourage. Mais on sait très bien qu'on n'est pas dans une forme de spectacle, donc le dehors maintenant, il n'a aucune raison de fonctionner. Donc, mon but en tant qu'hypnotiseur, pour revenir à ça, c'est de faire monter son niveau de suggestibilité sur ce que je dis. Pas sur vous, pas sur tout ce qui se passe, pas, non, juste sur ce que je dis. A priori, on est tous suggestibles tout le temps, hein, c'est normal. Sinon, je ne sais pas, si je te balance un objet, tu vas le rattraper, hein, c'est une capacité de réagir à la suggestion. Mais si tu es vraiment attentif à autre chose, je te balance un objet, tu risques de te le prendre dans la tête. Ça veut dire que tu es diverti et que ta suggestibilité n'est pas là avec moi, elle est ailleurs, par exemple. Mon but, si je veux que tu prennes une suggestion, c'est d'attirer ton attention avant. Donc, d'attirer ton attention si je vois que tu es distraite pour te lancer un objet, pour que tu l'attrapes. Ben, c'est pareil avec les mots. Je dois capter ton attention pour te donner la suggestion. Alors, comment on peut capter l'attention? Il y a plein de méthodes. On va faire 2-3 petits exemples comme ça. Si je te dis, par exemple, sois vraiment attentive à la manière dont tu es assis sur la chaise. Tu fais quoi? Je vais avoir envie de baisser le regard. Et ouais, je vais directement me concentrer sur toutes mes sensations. D'accord. Tiens, ferme les yeux pour bien faire l'expérience. Sois attentive à tout ce qui fait que tu es assise sur ce tabouret. Ressens la manière dont les mains sont posées. Ressens le contact des doigts les uns contre les autres. La manière dont tes pieds sont posés. Ressens ta respiration. Et ressens comment cette respiration commence à se modifier. Et quand cette respiration se modifie, ressens comme ta tête commence à être attirée vers l'arrière. Alors on va juste faire une petite pause là, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Alors oui, ce que je viens de faire, si j'analyse un petit peu ce qu'on vient de faire, au début je lui dis des choses qui sont vraies, mais j'attire son attention dessus. J'attire son attention sur des choses qui sont vraies et évidentes, c'est-à-dire des choses qu'elle va forcément pouvoir valider. Les pieds qui sont posés, le contact des doigts les uns contre les autres, c'est tellement évident que le cerveau, il va vers ça, l'attention, elle va vers ça. Donc au début, je place sa concentration sur un endroit du corps, puis sur un autre endroit du corps, puis sur un autre endroit du corps. J'aurais pu aussi placer l'attention sur un bruit dans la salle ou sur la luminosité derrière les paupières closes, des choses qui sont vraiment factuelles. Et puis tout d'un coup, j'attire l'attention sur quelque chose qui n'est pas encore vrai, mais je le dis de la même façon que si c'était vrai. Ta respiration change. C'était pas vrai avant que je le dise. Mais quand je le dis, ça devient vrai. C'est-à-dire que le cerveau prend une habitude, il dit un truc vrai, ok, il dit un truc vrai, je le vérifie, c'est ok, il dit un truc vrai, je le vérifie, c'est ok, il dit un truc, c'est pas vrai, je vais le faire pour que ce soit ok. En gros, c'est comme ça que notre cerveau réagit, ça revient à ce que je disais au début, ce qu'on imagine va finir par créer de la réalité. Je vois que sa respiration réagit, j'ai fait ça sur un truc qui n'était pas facile à vérifier pour elle, je vois du coup qu'elle prend ma suggestion, je vais vers un truc qui est un petit peu plus fort, et du coup ta tête commence à pencher vers l'arrière, ce qui n'était pas vrai non plus, j'ai dit au présent pourtant. Donc le cerveau se dit, ça doit être vrai, il finit par avoir une séquence, il finit par avoir une habitude, et il finit par créer la réaction. En gros, vous voyez, c'est juste une séquence de langage, mais ça marche très bien. Regardez les livres, ils sont souvent écrits comme ça pour faire rentrer les gens dans une histoire, c'est un procédé qui est assez souvent utilisé. Alors maintenant que je viens de le dire, évidemment, on l'a un peu plus en tête, on va le continuer un petit peu comme ça. Mais on va voir que ça peut aller très loin, un phénomène comme celui-là. Tu vas à nouveau fermer les yeux. Tes mains sont toujours posées, hein, et tes bras aussi sont posés. Alors maintenant, tu sais où ton attention va quand je dis ça. Et ça te fait rire, du coup. C'est vrai aussi, donc vous voyez, c'est un truc... À chaque fois, à l'intérieur, ça fait oui, puisque je dis un truc qui est vrai. Et vu que tu vois que tu ris encore plus. Et ça peut se transformer en fou rire. Non, stop. Mais un fou rire obtenu comme ça dure en général 15 secondes. Voilà. Donc vous voyez, au bout d'un moment, on est habitué. Ce qui est terrible, c'est que notre cerveau, il va plus vite que notre pensée. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'elle pourrait empêcher le mécanisme? Alors oui, on peut retenir un mécanisme comme celui-là, mais on risque aussi de l'amplifier en voulant l'empêcher. Le coup du fou rire, on le connaît tous. Moins on veut avoir un fou rire, plus on l'a. Donc c'est à double tranchant. Et évidemment, je vais moi jouer sur des choses émotionnelles, parce que si c'est juste un truc mental, elle peut l'empêcher. Un truc émotionnel, on ne peut pas l'empêcher. Parce que notre émotion, elle gouverne notre raison. Comme l'imagination gouverne notre raison, ça va plus vite. Là, sans aller dans des choses qui sont trop complexes en neurosciences, mais notre cerveau, vous savez, il est en plusieurs parties, hein, même si c'est un peu toujours des schémas, tout ça, mais on a le cerveau, on va dire le néocortex avec les pensées, on a le cerveau limbique avec les émotions.
Eh bien, le cerveau limbique communique très fortement vers le haut, vers le néocortex, donc il vient amener beaucoup d'informations émotionnelles au néocortex. Le néocortex, il communique très faiblement avec le cerveau émotionnel. Donc en gros, l'émotion peut facilement submerger la raison. La raison a beaucoup de mal à canaliser l'émotion. Et c'est tout ça dont on parle depuis le début finalement. Avec toi ou avec toi, c'est aussi ça dont on parle depuis tout à l'heure, c'est comment je voudrais avoir une émotion, mais je n'y arrive pas parce que quelque chose en moi va plus vite et a plus de force que ma raison. On aimerait être des êtres raisonnables, mais en fait, on ne peut pas l'être physiquement, on n'est pas fait pour ça. En tout cas, pas dans notre mode habituel. Mais sous hypnose, on arrive à se connecter aussi à cette partie-là plus émotionnelle, et parce qu'on est connecté à elle, on peut un peu plus l'orienter dans certaines directions. C'est un petit peu ce qu'on a fait justement ce soir avec ces exercices un peu mentaux. On va continuer, alors l'exemple du fou rire, c'était pour s'amuser un petit peu, mais on va voir qu'il y a une autre technique qu'on peut rajouter à ça. Moi, je vais le faire, puis je vais vous l'expliquer après. Ce sera plus simple comme ça. Tu vas à nouveau fermer les yeux. Je ne sais pas si tu te rappelles de la sensation de la tête qui était attirée vers l'arrière. Et je me demande si elle est plus ou moins attirée vers l'arrière quand tu te concentres sur la manière dont le corps est posé sur le siège. Et je me demande à quel moment, si la tête passe encore plus vers l'arrière, tu vas ressentir une impression de légèreté dans la main droite. Et qu'est-ce qui fait que, si cette sensation de légèreté augmente, tu vas avoir l'impression que la tête tire la main droite vers le haut. Et plus ce lien est fort, plus un petit mouvement de la tête attire la main vers le haut. Et je me demande jusqu'où ça peut s'amplifier. Et on va à nouveau arrêter là, tu vas pouvoir revenir vers le présent, ouvrir les yeux. Alors là, vous voyez, j'utilise une autre technique qui est toute simple, que vous connaissez tous. Je parlais des présupposés tout à l'heure, on est vraiment dans ça. Toutes mes questions sont des fausses questions. Pour expliquer ça simplement, dans la vie de tous les jours, vous le faites parfois. Je pourrais affirmer, en fait, ta main va être attirée vers le haut. Mais c'est un peu comme le dors maintenant de tout à l'heure. Si je dis quelque chose comme ça, c'est le mental qui l'intercepte. Si le mental l'intercepte, elle peut y aller ou ne pas y aller. Mais à ce moment-là, c'est un peu aléatoire. Alors si je fais un spectacle d'hypnose, je m'en fiche que ça soit aléatoire parce que sur 100 personnes, il y a suffisamment qui vont y aller. J'ai une personne, je ne peux pas prendre le risque d'être dans de l'aléatoire. Donc il faut que ça marche sur la personne. Donc au lieu de dire « la main est légère », je vais poser une fausse question. Je vais demander par exemple si, je n'ai pas fait ça là, mais c'est pour donner un exemple, est-ce que c'est plutôt la main droite qui est légère ou la main gauche qui est légère? Et là, on ne peut pas s'empêcher d'essayer de trouver la réponse. Mais cette question contient un présupposé, c'est qu'une des mains est plus légère que l'autre. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire laquelle des deux est la plus légère, et puis on va trouver. Puisqu'on est à peu près mécaniquement fait pour trouver des réponses à tous nos présupposés, je vous l'expliquais tout à l'heure, on va trouver la main qui est plus légère. Ou si je dis, est-ce que c'est la tête qui tire la main vers le haut ou c'est la main qui pousse la tête vers le haut, c'est pareil, on va se poser la question. Même si la question est absurde, on va avoir envie d'y répondre, on ne peut pas s'empêcher de répondre à une question. Et on va répondre à cette question et finir par créer une réponse physique aussi à la question. Ou si, par exemple, je t'avais dit, est-ce que le fou rire va s'amplifier? On n'a pas fait le fou rire, mais on aurait pu faire ça. Au fur et à mesure que la tête est attirée vers l'arrière, ça aurait créé un lien entre les deux. Et tiens, fais un test, qu'est-ce qui se passe si tu fais? Voilà, ça recommence. Il suffit de le dire, en fait, pour le créer. Encore une fois, on joue sur le fait que l'imagination va plus vite que la réalité. En gros, un hypnotiseur, c'est juste quelqu'un qui connaît le fonctionnement cérébral et qui connaît toutes les failles du fonctionnement cérébral. Les failles qui le rendent magique aussi, notre cerveau. C'est parce qu'il a des failles qu'il est intéressant. S'il fonctionnait comme il était prévu qu'il fonctionne tout le temps, déjà on ne serait pas là, on n'aurait pas notre créativité, on n'aurait pas notre imagination, on n'aurait pas notre capacité humaine en fait à dépasser les choses qui se présentent à nous. C'est nos failles qui nous font grandir. Enfin, nos failles. Dans le sens où c'est ces mécanismes étonnants du cerveau qui nous construisent aussi. Donc quand je dis faille, ce n'est pas un truc négatif. C'est juste remarquer que notre cerveau n'est pas un instrument de pure logique. Il est construit d'une certaine façon. Et plus on sait comment il est construit, plus on peut l'utiliser. Alors on va aller encore un petit peu plus loin. Tu es prête? D'accord. Ferme à nouveau les yeux. Alors en plus, il y a un effet d'accoutumance après à l'hypnose. Ce qui fait qu'à peine fermer les yeux, parfois la main elle commence à bouger. Je me demande si ça commence par le rire ou par la main. Ah oui, c'est une question, mais c'est une fausse question. On revient encore sur une méthode de suggestion comme ça qui ne cherche surtout pas à amplifier la légèreté de la main. Ne cherche pas à te demander à quel moment la main décolle vraiment. Alors là, vous voyez, là j'explique en même temps que je le fais, mais j'utilise des négations. Le principe est assez simple, là, pour le coup. Si je vous demande de ne pas penser à votre respiration, vous y pensez. Si je te demande de ne pas penser à la partie droite du visage, pense à la partie droite du visage. Et j'aimerais que tu ne penses pas
que tout le bras peut commencer à se soulever tout seul. Si je vous demande de ne pas visualiser un chat, par exemple, vous visualisez un chat. Si je vous demande de ne pas visualiser un chat qui court, vous le visualisez encore mieux. Si on rajoute un détail, évidemment, on visualise encore mieux. Si je vous demande d'imaginer un chat qui dort, vous l'imaginez aussi encore mieux. Si je vous dis qu'il est à poil gris, évidemment, vous l'imaginez encore mieux. Chaque détail qu'on donne stimule l'imagination. Quelque chose de vague ne stimule pas trop notre imagination. Quelque chose de précis stimule bien notre imagination. Là encore, méthode de description classique. Si je vous dis, vous avez un grand paysage devant vous, un paysage naturel devant vous, votre imagination, c'est aléatoire. Elle est peut-être stimulée, peut-être pas. Si je vous dis, dans ce paysage, il y a des arbres centenaires, normalement, votre imagination commence à être beaucoup plus activée parce qu'il y a un élément qui vient ancrer votre imagination. Et si je vous dis, il y a une route qui serpente devant vous et qui disparaît comme ça dans la nature, là, l'imagination commence à être un peu plus précise. Et c'est une route faite de gravier. Et là, votre imagination commence à s'activer encore plus. Et il y a un peu de vent ce jour-là, on entend le bruit du vent dans les feuilles. Et là, le paysage prend encore un peu plus vie. Et dans ce paysage, il y a quelqu'un. Et je me demande ce qui se passe si cette personne s'approche et te dit « dors profondément ». Alors on peut jouer aussi sur les effets de rupture et de surprise. Dès qu'on n'est pas préparé à quelque chose, il n'y a aucune raison que ça se passe. Donc notre cerveau, il est connecté à « je suis en train d'écrire un paysage, je ne m'adresse pas à elle ». Il n'y a aucune raison qu'il soit dans une résistance particulière. Et si à un moment donné, je fais juste une petite rupture, même très douce comme ça, le cerveau va accepter la suggestion parce qu'il n'a pas eu le temps de s'y préparer. Donc il est obligé de la considérer. Alors souvent, les hypnotiseurs cachent les suggestions, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient visibles. Ça marche mieux une suggestion cachée qu'une suggestion visible. Alors, je ne ferai pas ça dans une séance d'hypnose, mais par exemple, vous voyez, on pourrait cacher la suggestion « dors maintenant » dans une phrase. On pourrait dire par exemple, tu sais, on dit parfois que la parole est d'argent et le silence c'est « dors ». C'est un peu grossier, mais vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que si vous écoutez le langage des hypnotiseurs, vous allez souvent vous apercevoir qu'il y a des mots cachés dans les mots, qu'il y a des phrases cachées dans les phrases. Par exemple, un hypnotiseur va rarement vous dire « rentre sous hypnose », mais il va peut-être vous dire « qu'est-ce qui se passe à ton avis si tu rentres sous hypnose ?» Et c'est de l'impératif. Il va vous dire « tu sais, l'autre jour, j'observais une personne qui rentrait sous hypnose, et si je vous vois quelqu'un, c'est aussi l'impératif, rentrer sous hypnose. » Ou il va dire « tu sais, à chaque fois qu'une personne rentre sous hypnose, elle change d'état de perception, elle ressent des choses différentes. » Et je viens de lui redire « rentre sous hypnose ». Et je cache une phrase dans une autre phrase. Ouais, tout ça, c'est des méthodes de suggestion. On va utiliser plein de méthodes de suggestion quand on fait l'hypnose. Ce que dit un hypnotiseur n'est pas vraiment ce qu'il dit. Il noie ses suggestions dans un vocabulaire, dans des phrases, et la personne qui découvre ça n'a aucune idée de ce qui est dit vraiment. Et je pourrais dire sans doute 10 fois, 15 fois, quelqu'un rentre sous hypnose sans qu'il entende que je dis rentre sous hypnose, parce qu'à chaque fois que je dis rentre sous hypnose, finalement, je suis quand même en train de faire un impératif. Et on peut donner cette phrase 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, et on peut se demander ce qui se passe si on l'entend 50 fois. Dans l'état d'hypnose, notre imagination s'active, elle est beaucoup plus présente que d'habitude. Et on peut vivre quelque chose qui n'est pas réel, parce que, au fond, dans cet état, je disais tout à l'heure, la différence entre réel et imaginaire, elle vient se gommer, elle vient se dissiper. Dans un état comme celui-là, si on imagine quelque chose, notre corps le vit vraiment. Alors j'ai te demandé de penser à quelque chose qui serait vraiment bien pour toi, vraiment agréable, bon à vivre pour toi. Quelque chose que tu peux désirer. Quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant. Et si possible, très fort à vivre. Ton inconscient va mettre de côté la réalité et juste t'approcher de cette expérience. Jusqu'au moment où tu rentres dans cette expérience. Et tu commences tout doucement à la vivre. Et ça change la respiration et ça modifie plein d'autres choses à l'intérieur, et des images mentales, des sensations, et la respiration, et tout ça qui se crée à l'intérieur. Alors j'ai demandé à ton inconscient de faire quelque chose qui serait vraiment très simple à créer s'il le souhaite, si c'est bon pour toi. Plusieurs fois, j'ai appuyé sur ton épaule tout à l'heure. Et on va faire quelque chose. La prochaine fois que tu désireras vivre une expérience comme celle-là, c'est toi-même qui appuieras sur ton épaule exactement comme ça avec ta main. Et à cet instant-là, tu replongeras dans cette même expérience qui commence là maintenant. Et à chaque fois que tu voudras vivre cette expérience, tu pourras juste appuyer sur ton épaule à la retrouver, instantanément, simplement, mais seulement si tu le souhaites. Et puis dès que tu auras vraiment bien vécu cette expérience,
dès que tu auras vécu exactement l'émotion que tu as envie de vivre, avec l'intensité que tu veux vivre, tu pourras juste imaginer que cette sensation, tu la mets à distance. Mais pour l'instant, tu peux vivre exactement ce que tu as envie de vivre, aussi intensément que tu le souhaites. Comme tu le souhaites, avec tout ce qui fait que ça a du sens pour toi. Et puis dès que tu as appris ce qu'il y avait à apprendre de cette expérience, que tu as appris, tu peux en garder juste ce qu'il y a besoin d'en garder. Et la laisser tout doucement se dissiper, en sachant qu'elle sera là si tu veux la retrouver. Comme un apprentissage tout simple. Et ça ne marchera que si tu le souhaites. Si tu appuies sur ton épaule par hasard, ou si quelqu'un le fait, ça ne marchera pas, même si c'est moi, même si c'est quelqu'un d'autre. Mais toi, si tu le souhaites te connecter à ça, ça sera toujours possible. Alors avec tout ce que tu as vécu là, et avec cet apprentissage, tu vas pouvoir te recentrer sur cette pièce et sur cet instant. Te recentrer sur l'endroit où tu es. Te recentrer sur tes perceptions et cette pièce. Et revenir au présent. Et si tu as envie de garder une petite partie de cette émotion, tu le peux. Et si tu as envie qu'elle parte, tu peux la laisser partir. Tu peux être là dans cette pièce, sourire, et puis rouvrir les yeux quand tu le désires. Quelqu'un a un mouchoir? C'était comment cette expérience? Très bien. Ça avait l'air intense en tout cas, tiens. Très très bien. Tu vois, il suffit d'imaginer quelque chose pour que ça arrive. Je parle du mouchoir, évidemment. Alors vous voyez, en plus, c'est intéressant parce que je vous explique que c'est un principe de suggestion au début, après vous entendez, je l'ai réutilisé un petit peu. Puis à un moment donné, une fois que c'est lancé, on est juste dans la description de l'expérience, après on n'est plus dans les mêmes choses. Mais en plus, on voit quelque chose là, peut-être par rapport aux autres démonstrations, c'est qu'on est dans une forme d'entraînement qui est en train de se créer. C'est-à-dire que, vous voyez, la première expérience que je propose, ça démarre tout doucement, puis je la ramène, et puis je lui explique, et puis on repart. Ça va plus vite la deuxième fois, parce que c'est plus simple, parce qu'on a compris le truc, parce que ça nous fait moins peur aussi la plupart du temps. Quand on vit une première expérience, c'est nouveau, puis après on s'habitue. Puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Il nous arrive parfois d'entraîner les gens comme ça à la transe pendant plusieurs heures pour avoir des effets très précis. Ça peut être intéressant parfois. Mais il y a vraiment cette notion d'entraînement. C'est-à-dire que, et là je viens sur un des clichés de l'hypnose, il n'y a pas des gens capables ou pas capables de rentrer sous hypnose. Il y a comme tout, des gens qui vont y aller plus vite, des gens qui vont y aller moins vite, mais tout le monde peut s'entraîner à ça. De même qu'il n'y a pas des gens plus ou moins capables de jouer du violon. Tout le monde peut apprendre à jouer du violon. Des gens qui vont être plus doués, comme pour tout, mais il y a des gens pour qui ça demande un peu plus de temps. Mais peut-être que ce temps il va être récompensé après et que ça va accélérer. L'hypnose, c'est vraiment un état d'apprentissage. Enfin, l'état d'hypnose, plutôt, est un apprentissage, comme beaucoup de nos capacités, comme beaucoup de nos possibilités sont le résultat d'apprentissage. Comme on a très peu de choses dans notre vie qui nous aident à bouger dans les états de conscience comme ça, on ne sait pas, la première fois qu'on fait ça, comment on va réagir, et c'est normal. Et s'il y a des gens qui se posent la question de se dire, est-ce que moi je serais réactif, est-ce que je pourrais rentrer dans cet état-là? Ben oui, peut-être en 2 minutes, peut-être en 10 minutes, peut-être en 20 minutes. Ça ne change pas grand-chose, un hypnotiseur, il sait prendre le temps qu'il faut avec quelqu'un. Il y a des gens pour qui parfois ça prend du temps, puis il y a des gens parfois, à peine ils commencent, ils comprennent tout de suite le truc, et puis ils sont à l'aise. Et puis évidemment, il y a le rapport de confiance qui joue aussi. Si je suis en confiance avec quelqu'un, je me laisse plus guider. Si quelqu'un me raconte une histoire et que je l'aime bien, je vais plus rentrer dans l'histoire. Si quelqu'un me raconte une histoire mais que j'aime pas la personne qui me raconte l'histoire, je vais un peu moins y rentrer dedans. Donc la relation est très importante aussi entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. A priori, un hypnotiseur, il sait mettre en confiance. Sinon, c'est compliqué. Vous imaginez quelqu'un, vous dites, je vais fermer les yeux pendant 1 heure devant cette personne. Non, jamais. Ça va être compliqué. Par contre, si on se sent à l'aise, si on se sent écouté, si on se sent compris, si on ne se sent pas jugé, là, on va beaucoup plus facilement rentrer. Donc, il y a la technique et puis il y a le rapport humain. Ce sont les 2 grands paramètres de l'hypnose. Ça va? Oui. Ouais. Très bien. Écoute, profite bien de cette émotion. pas tous les jours non plus, hein, si vraiment... c'est un peu comme le type avec le pied tout à l'heure. C'est quand même plus facile là pour... voilà, de temps en temps, comme ça... profite bien. Merci. Merci.